Mesdames et messieurs, honorable assistance, aujourd'hui nous avons le plaisir, lors de cette rencontre littéraire, d'accueillir Madame Linda Schuiten, une écrivaine, poétesse et universitaire algérienne, née en 1977, professeure de littérature à l'université de Boumerdès. Elle allie recherche académique et création littéraire. Et après une thèse consacrée à Isabelle Eberhard, soutenue en 2012, en Irlande, elle s'est imposée comme une voix majeure de la littérature francophone contemporaine, notamment algérienne. Madame Linda Schuiten, bonjour. Bienvenue à vous à l'Université de Jaya. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter et de m'accueillir. Ravie d'être parmi vous. Linda Schuiten, par son écriture, se situe à la croisée de la réflexion sociale et philosophique dans une attention particulière portée aux questions de conditions féminines et d'identité. Je vous présente ses principaux romans. Le premier roman intitulé Pauvres cheveux, que vous avez édité en 2007. Ce roman a été finaliste au prix, des prix Mohamed Dib et à l'Escale d'Alger en 2018. Et Pauvres cheveux est un roman très original et allégorique où les personnages principaux sont des cheveux. Le narrateur est un cheveu noir, frisé, naïf un peu, curieux et pensif. Son aventure commence donc de façon absurde. Il tombe dans l'assiette d'une vieille dame dans un restaurant parisien. Et ce point de départ insolite marque le ton du roman, qui s'inscrit dans une veine de l'absurde et de l'humour, pour aborder des sujets très sérieux. Au fil des errances, donc de ces errances, Pauvres cheveux rencontre d'autres cheveux exilés, comme Anzat ou Toudert, chacun porteur des blessures et de nostalgie. Ensemble, ils partagent donc leurs histoires de déracinement, mais aussi d'amour, de solidarité, d'espoir. Les cheveux devenus donc allégoriques, ou des allégories de l'être humain, incarnent donc la condition des humaines que nous connaissons. L'écriture de Linda Schuiten se caractérise par l'oralité, l'humour noir, l'esthétique de l'absurde. Donne la parole à des personnages capillaires pour mieux refléter l'hypocrisie et la violence du monde humain. À travers ce procédé innovant, l'auteur, donc, vous, proposez une sociale subtile où l'absurde devient un moyen de dénoncer les injustices et d'exprimer la souffrance des minorités. Dans le deuxième, qui s'intitule Une valse, édité donc en 2019, ce livre aussi a remporté le grand prix Assia Djebar du roman francophone en 2019. Ce roman est d'une autre catégorie, pour moi du moins. Il raconte donc l'histoire donc de Shahira, une couturière algérienne approchant de la quarantaine, qui vit dans un environnement familial et social oppressant, marqué par le mépris, la violence psychologique et la misogynie. Ses parents ne la comprennent pas et l'empêchent de s'exprimer, ce qui la conduit progressivement à la psychose et aux troubles mentaux. Donc, pour tenter d'échapper à cette situation, à cette vie étouffante, elle décide donc de s'installer dans une autre ville, espérant y trouver la liberté et une existence meilleure. Ces épreuves, Shahira est une femme artiste et rêveuse. Elle parvient donc à se qualifier en finale d'un concours de stylisme à Vienne, d'où la valse,
j'imagine, en Autriche. Et donc, la valse devient le motif de ce roman. Il symbolise à la fois le mouvement, le changement et les d'une nouvelle. Mais valse n'est pas qu'un rêve enchanteur. Il est aussi ambivalence, mêlant le bonheur et la douleur, la réussite et l'humiliation. À Vienne, Shahira fait l'expérience d'une liberté fragile, reste hantée par la honte et la culpabilité et des souvenirs de son passé. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, que Linda Schuiten, à travers ce roman, elle essaye de dénoncer, après vous me direz si j'ai raison de penser comme ça, de dénoncer la violence faite de la difficulté d'émancipation dans la société patriarcale. Le roman met en avant la résilience, le courage et la capacité de rêver, pardon, tout en soulignant le bonheur qui reste un chemin incertain et inachevé. Dans quelques années plus tard, donc en 2022, vous vous attaquez à un autre genre, qui est la nouvelle. Donc, on reste dans le récit, mais vous vous attaquez donc à ce genre qui est très plaisant aussi, et déroutant, parce que vos personnages continuent de l'être. Donc, votre recueil de nouvelles s'intitule « Des rêves à leur portée » en 2022. Et vos personnages sont aussi marginaux, en quête de leurs rêves, dans une Algérie en mutation. Des rêves à leur portée dans un recueil de 8 nouvelles qui explore la complexité humaine à travers une galerie de personnages divers, tous unis par la quête de soi et le désir de réaliser des rêves souvent douloureusement conçus, mais jamais considérés comme inaccessibles. Je vous laisserai après nous en dire un peu plus. Vous continuez dans votre travail littéraire et dans ce recueil qui a une dimension féministe marquée et plusieurs nouvelles en tout cas dénoncent la tradition sexiste, la misogynie et le patriarcat. Comme par exemple le père interdit à sa fille d'aller au cours de chant, mais qui finit par évoluer grâce à l'influence de l'artiste Idir, n'est-ce pas? La culture donc amazigh et la kabylie sont également très présentes même dans la valse. On sent que la kabylie est ancrée dans votre littérature. Linda Schuiten n'est pas seulement une romancière, elle est aussi poétesse, n'est-ce pas? Vous avez donc ajouté donc à votre palmarès en 2023 un recueil de poésie intitulé « J'ai connu les déserts et autres poèmes ». Et ce livre invite aussi à un voyage intérieur, marqué par la nostalgie, la contemplation des paysages désertiques, la solitude et peut-être la résilience. Après, vous nous direz un peu plus sur ce recueil de poésie. Là, il y a en 2024 un nouveau roman que Madame Linda Schuiten a intitulé « Les Blattes orgueilleuses », édité à l'édition Casbah. Je n'ai pas eu malheureusement la chance de le lire, mais je laisserai Madame Linda Schuiten nous en parler un peu plus pour donner envie au public de lire et aux étudiants aussi, parce que vous êtes appréciés par les étudiants qui font des recherches universitaires. On a d'ailleurs encadré au niveau du département de Béjaïa beaucoup de masters où des étudiants se sont intéressés au roman et
évidemment, ça nous fait plaisir et ça nous fait découvrir aussi, parce que j'avoue que j'ai découvert votre écriture grâce à mes étudiants. Voilà. Et donc, en tant que femme littéraire, vous êtes aussi une universitaire. Et donc, vous avez fait aussi vous avez apporté une contribution assez importante. Je n'ai pas toute la liste, hein, mais je citerai donc les plus importantes. Vous êtes auteur de nombreux articles universitaires et des études importantes, notamment au sujet d'Isabelle Eberhardt en 2014, n'est-ce pas, une étude sur la célèbre exploratrice et écrivaine, et on se demande s'il n'y a pas une petite influence de cette... enfin, vous nous direz un peu plus tout à l'heure. Et en anglais, Commanding Words, en 2016, un ouvrage collectif sur le thème de l'autorité que vous avez coordonné et auquel vous avez contribué. Et en 2022, vous avez été sélectionné pour des résidences d'écriture prestigieuses à la Cité internationale des arts à Paris et à la résidence de Camargo à Cassis, témoignant de la reconnaissance internationale de votre œuvre. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole donc à à notre romancière, de nous parler de son travail, de ses ouvrages, et après peut-être nous demanderons à l'assistant s'ils veulent bien me poser quelques questions. Et moi-même, hein, parce que voilà. Merci à vous. Pour cette présentation, en fait, vous avez presque fait le tour de tout ce que j'ai publié. Vous avez peut-être oublié un petit conte que j'ai publié pour enfants en décembre 2023, qui s'intitule Les pierres du pays des Pagans. C'est un conte que j'ai écrit il y a très très longtemps, étant très jeune, vers mes 18 ans, quelque chose comme ça, que j'ai retrouvé au fond d'un tiroir et que j'ai décidé donc de mettre à profit des jeunes et moins jeunes. C'est paru en décembre 2023 aux éditions Telsa. Alors c'est vraiment un conte avec des faits, ça nous change vraiment des romans plus ou moins réalistes que nous lisons d'habitude. Pour ce qui est du recueil de poésie, alors il ne s'agit pas vraiment de contemplation de paysages désertiques, puisque le titre, le désert dans le titre est plus métaphorique. Ça renvoie au sentiment d'angoisse et de solitude face à la foule. Voilà, c'est-à-dire sentiment d'incompréhension, d'étrangeté au milieu de la foule. D'ailleurs, il y a un poème, le deuxième poème du recueil, qui s'intitule Étrangère. Étrangère parmi vous qui êtes les miens, étrangère aussi sous d'autres cieux, etc. Voilà, étrangère un petit peu partout. Voilà donc un petit peu, mais effectivement, c'est très introspectif. Ce sont des poèmes très introspectifs où je dévoile un petit peu les remous de ma propre âme, mais dans lesquels j'espère beaucoup de lecteurs se reconnaîtront, puisque les remous de l'âme humaine sont plus ou moins semblables un petit peu chez tous les êtres humains, à des degrés différents. Voilà, on passe de l'euphorie au désespoir, on passe du bonheur à l'extrême mélancolie, etc. Donc ce sont vraiment des états d'âme. Il y a bien sûr quelques autres poèmes qui se détachent un petit peu du côté introspectif et qui parlent, par exemple, de l'essence de la poésie. Qu'est-ce que la poésie? Comment il y a un poème qui s'intitule Comment assassiner un poème, c'est-à-dire mais la plupart des poèmes sont centrés sur le moi, sur ma petite personne, si je peux dire. Voilà. Alors pour ce qui est des Blagues orgueilleuses, alors paru donc effectivement en octobre 2024 aux éditions Caspin. Alors, il raconte l'histoire de 6 personnages. Alors, c'est un petit peu différent des romans des Pauvres Cheveux et de Une valse, en ce sens où c'est ce qu'on appelle communément un campus novel. C'est-à-dire qu'il se déroule essentiellement, ou du moins en partie, en milieu universitaire. Nous avons 6 personnages principaux, 4
personnages masculins et deux femmes, deux personnages féminins, qui sont tous soit, ou du moins pour la majorité, soit enseignants universitaires, soit étudiants. En fait, nous avons quatre enseignants universitaires, 3 enseignants et une enseignante universitaire, un écrivain, voilà, assez pédant, assez imbu de sa personne, et une étudiante tout à fait très frêle, mais très intrigante, tout à fait déroutante, etc., qui essaye, qui est toute timide, toute frêle, mais qui se lance le défi de tenir tête à ses enseignants. On est au département d'anglais, donc ce sont des enseignants de littérature en particulier, qui essaient tout le temps de remettre en question leurs interprétations des textes littéraires, qu'ils étudient, et qui se forcent un petit peu à le faire. C'est comme si c'était une question d'honneur pour elle que de ne pas se laisser se laisser absorber par sa timidité. Alors, ces personnages-là, bien sûr, deviennent un prétexte pour proposer une réflexion sur l'université algérienne, c'est dire si c'est à propos, puisqu'il y a une réflexion, il y a différents profils d'enseignants, le profil qui met beaucoup de son cœur, le professeur qui s'affale un petit peu sur sa chaise et qui propose un cours assez soporifique, voilà, etc. Donc il y a différents profils d'enseignants. Il y a une réflexion sur le rapport enseignant étudiants sur ce que devrait être l'autorité de l'enseignant. Est-ce qu'il devrait brimer ses étudiants, les empêcher de trop s'exprimer, de peur, de crainte de voir son autorité remise en question, ou est-ce qu'au contraire, il faut les laisser s'exprimer librement et même lui tenir tête? Il y a une petite c'est pas vraiment une réflexion, mais il y a une allusion faite au plagiat, à certains fléaux que connaît notre université, comme le plagiat, comme je m'excuse auprès des étudiants présents parmi vous, cette tendance de certains étudiants à aller commander 2 ou 3 points en fin d'année, etc. Donc il y a une petite réflexion sur la réalité de nos universités, mais cela est assez secondaire. En fait, c'est un prétexte pour parler de choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus graves. Alors, les sujets abordés dans le roman comportent, par exemple, le thème, d'abord, de l'amitié masculine, puisque j'ai dit qu'il y avait quatre personnages. En fait, c'est un quatuor d'amis. Cette amitié ne va pas sans tension, sans certaines rivalités, mais avec beaucoup d'affection et d'attachement en même temps. Donc, je n'idéalise pas l'amitié. Je la décris avec beaucoup d'affection, si vous voulez, beaucoup de tendresse pour ces personnages, mais en même temps, je n'idéalise pas ces personnages qui ont tous leurs défauts, qui sont tous, voilà, par exemple, Echli Sina, le personnage principal qui est enseignant universitaire, et en rivalité permanente avec Boussad, qui, comme je viens de le dire, est un écrivain très imbu de sa personne, très pédant, etc., et qui voit d'un très mauvais œil le fait que Echli Sina écrive parfois mieux que lui, alors qu'il n'est pas censé être écrivain. Voilà, par exemple, ce genre de choses. Et puis, quand Echli Sina raconte la façon dont l'étudiante le déroute, Rosa le déroute, celle qui essaie de lui tenir tête tout le temps le déroute, ses amis un petit peu éméchés se hasardent à dire des choses pas très correctes sur le... Et bien sûr, ça engendre presque une dispute violente entre les amis, sauf que Sina décide de claquer la porte et de quitter l'appartement où ils étaient, etc. Donc il y a beaucoup de disputes, beaucoup de chamailles, etc. Mais cette amitié s'avère solide, vraiment quand c'est nécessaire. Donc il y a le thème de l'amitié, il y a le thème de la quête de soi et du rapport au corps. Décidément, le corps, le rapport au corps, l'image, le physique, occupe joue un rôle assez prépondérant dans ce roman-là et dans beaucoup de mes écrits d'ailleurs. Donc nous avons par exemple des personnages qui ne se prennent pas très au sérieux, qui n'ont pas une très haute opinion d'eux-mêmes, de leur apparence et de ce qu'ils sont capables de faire en général. Par exemple, Echli Sina, là encore, est un jeune homme qui trouve qu'il a un physique désavantageux et qui a la malchance d'être
très petite taille, ce qui, j'imagine, est très peu commode pour un jeune homme. Voilà. Et puis Nora Bourji, le personnage de Nora Bourji, qui elle aussi se grime, se transforme en poupée Barbie, parce là encore, elle pense que elle a toujours été d'un physique, elle aurait voulu avoir un physique élancé, etc. Voilà. Et son père très autoritaire, qui est un magnat de l'immobilier, lui fait toujours croire que elle n'est pas belle et qu'en plus elle n'est pas intelligente et qu'elle n'ira pas bien, etc. Donc elle se grime en geisha, presque en une sorte de poupée Barbie, etc. Et elle n'est pas prise au sérieux par ses collègues, parce que elle ne donne pas. Là encore, c'est une allusion au cliché. Alors, je traite des clichés que nous pouvons avoir. Le physique, on a beau dire que ce n'est pas important, mais il influence beaucoup l'opinion que nous pouvons nous faire les uns des autres. Et donc cette femme-là qui est enseignante universitaire et qui n'a pas le droit de s'inscrire en doctorat, le vit très mal, parce que personne ne la prend au sérieux et tout le monde murmure qu'elle a eu sa place d'enseignante seulement grâce à l'intervention de son père magnat de l'immobilier. Et cette femme-là que tout le monde méprise et que peut-être même le lecteur méprise au début du roman, s'avère être la véritable héroïne, parce que finalement, de tous les héros, c'est elle qui change le plus. Elle arrive, c'est elle qui relève le défi de surmonter sa piètre opinion d'elle-même, de se prouver qu'elle est quelque chose, même si c'est un peu le cas des autres personnages aussi. D'ailleurs, c'est un peu la justification du titre Les Blattes Orgueilleuses. Pourquoi Les Blattes Orgueilleuses? Parce que les personnages auxquels nous avons affaire sont tous des personnages, comme je viens de le dire, qui ont très peu d'estime pour eux-mêmes au fond. Ce sont des blattes. C'est des êtres sans prétention, c'est des êtres qui ont conscience de leur insignifiance, etc., ou qui pensent être insignifiants à tort et à raison, et qui cherchent des compensations. Par exemple, Aklisina devient une sorte d'érudit. Ses étudiants le surnomment l'encyclopédie. Donc, il compense son physique ingrat par un excès d'érudition. Pas un excès, on ne peut pas avoir un excès d'érudition, mais bon, pas beaucoup d'érudition. Et aussi en s'impliquant dans certaines causes qui lui semblent justes, notamment la cause féminine, etc. Et c'est comme ça qu'il arrive à se faire bien voir du sexe féminin, par la gente féminine, alors que il n'a pas le physique vraiment pour plaire. Voilà, donc il y a ça, il y a le rapport au corps. Bon, c'est à peu près. Il y a une quête de soi, notamment avec le personnage de Nora qui cherche à se trouver, à se frayer un chemin, etc. C'est des blattes donc, mais c'est des blattes orgueilleuses, parce que malgré la piètre fine opinion qu'elles se font d'elles-mêmes, elles ne se laissent pas ensevelir par ce sentiment-là. Il ne se laisse pas ensevelir par ce sentiment-là, et il lutte au quotidien pour dépasser ce sentiment d'impuissance, ce sentiment d'insignifiance, etc., pour se prouver qu'ils valent quelque chose, pour se prouver qu'ils sont des humains dignes d'être respectés et d'intérêt, etc. Donc ça, d'où le titre Les Blattes Orgueilleuses. Mais en fait, le titre là, il y a aussi une autre dimension. En fait, il y a une sorte de mise en abîme dans le roman, puisque Boussad, l'écrivain dont je parlais il y a quelques minutes, écrit lui aussi dans le roman un roman qui s'intitule Les Blattes Orgueilleuses. Vous voyez, donc c'est une sorte de mise en abîme, un roman dans un roman. Bon, là, la signification des Blattes Orgueilleuses dans le roman de Boussad est un petit peu différente, puisqu'elle prend une dimension nationale. Les Blattes Orgueilleuses, pour lui, c'est tout le destin du pays qui, lui aussi, a connu beaucoup de trahison, beaucoup de défaites, beaucoup de déceptions, et qui, malgré tout, continue à lutter, etc. Donc, voilà un petit peu ce que nous avons. Et puis, il y a d'autres thèmes, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres thèmes. Le contexte politique, c'est-à-dire l'histoire récente du pays, qui est décidément un dénominateur commun entre tous mes romans. Ça traite toujours de l'histoire récente du pays. Là, en l'occurrence, nous avons le Hirak. En fait, nous avons une première partie qui s'intitule Profil en clair-obscur, et qui nous décrit les différents personnages, profil psychologique, profil physique, leurs pensées les plus intimes, leurs inquiétudes, leurs angoisses, etc.
Et puis, au milieu de toutes ces angoisses-là, au milieu de tous ces doutes-là, il y a le Hira qui se déclenche. Il y a cette formidable élan populaire qui commence et qui, je ne vais pas révéler comment, mais qui va influencer la vie de tous les personnages d'une manière ou de différentes manières. Donc, il y a une réflexion sur le destin du pays, sur le ce Hirak, voilà, le contexte historique. Il y a la condition féminine qui, là encore, est un dénominateur commun. On le retrouve un petit peu dans tous mes romans. Et donc, on peut dire que c'est un roman aux dimensions sociétales, psychologiques et un petit peu politique. Un petit peu, là encore, c'est un peu le cas de tous mes romans. Alors la nouveauté ici dans ce roman-là est que j'alterne, c'est dans la structure narrative, qui alterne 4 narrateurs différents, contrairement par exemple à une valse où c'est raconté à la 3e personne. Enfin, c'est pas un point de vue omniscient, c'est pas un narrateur omniscient puisque tout est centré sur Shahira, mais quand même c'est raconté à la 3e personne. Alors que là, nous avons 4 narrateurs, nous avons Aishli, son ami Ahmed et les 2 femmes, Noura et Rosa, qui racontent à tour de rôle des événements de leur propre perspective, de leur propre point de vue, et qui quelquefois d'ailleurs s'affrontent. Vous pouvez retrouver un même épisode raconté par exemple par Aishli d'une certaine manière et raconté par Noura d'une manière complètement différente. Voilà. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire? Alors l'écriture et moi, c'est une histoire c'est une très très vieille histoire. Ça remonte à mon enfance en fait. J'ai commencé à écrire mes tout premiers textes, mais de très courts textes bien évidemment, dès que j'avais 8-9 ans. 9 ans. Dès que j'ai commencé à lire et à écrire en fait. Donc j'étais au primaire. Je dois reconnaître, je dois rendre hommage à mon père qui très jeune m'a encouragé à lire. Il m'achetait les petits contes là pour enfants en arabe et en français que je lisais goulûment. Et très vite, après, en lisant ces histoires-là, j'ai eu envie de créer mes propres histoires, mon propre monde, de créer mon propre monde. Alors il y a 2 choses que j'aimais beaucoup dans la lecture. Il y avait ces mondes imaginaires-là qui étaient si différent de la réalité que je vivais, et la réalité qui me désenchantait un petit peu. Je me plaisais pas du tout dans le réel où je voyais les femmes s'affairer en cuisine, voilà, les tâches ménagères, etc. Je voulais pas du tout me prédestiner à ça. Moi, ça me plaisait pas du tout. Et puis, alors que le monde qu'on nous proposait dans les contes, dans les livres que je lisais, il y avait une touche d'exotisme parce que souvent c'était situé dans sous d'autres cieux, dans des contrées lointaines, mis à part les romans, enfin les livres de Mouloud Feraoun, je me rappelle forcément surtout de Jour de Kabylie et du Fils du pauvre que j'ai lu assez jeune, mais je connaissais très peu la littérature algérienne à ce moment-là. Donc c'était très exotique, ça faisait rêver. Ça m'a beaucoup plu. Et puis il y avait le contact savoureux des mots, presque voluptueux des mots, etc. Donc cet amour des mots, cet amour des mondes magiques que je découvrais dans tes livres m'a très vite donné envie de m'essayer moi-même à l'écriture. Donc très très jeune, je commençais à écrire soit des petites histoires, soit des poèmes, je sais pas de circonstances, j'allais dire. Par exemple, si c'est l'anniversaire d'une copine ou d'une amie, voilà, j'improvisais, enfin j'écrivais quelques lignes, un petit poème, voilà. Comme ça. Et puis bien sûr cette envie d'écrire, cet amour de l'écriture s'est affirmé avec l'âge. Donc très jeune, j'ai commencé à écrire des contes élaborés, etc. Et même si je n'ai passé le cap de la publication que bien plus tard. Alors la deuxième question, comment est-ce que l'écriture académique a influencé elle ne l'a pas influencé de manière directe, mais nous sommes en gros,
le fruit ou la synthèse de tout ce que nous avons vécu et de tout ce que nous avons lu. Et donc forcément tout ce que j'ai lu, soit dans un cadre académique, soit juste pour le plaisir, a forcément influencé tout ce que je suis, ma façon de réfléchir, les idées que j'ai commencé à nourrir, à développer. Aussi, je n'écris pas forcément. Parce que je pense que j'aurais créé quelque chose de très ennuyeux si j'écrivais tout le temps sous la dictée de mes enseignements académiques. C'est-à-dire, si je me dis, je ne sais pas, par exemple, Freud a dit ça, ou Foucault a dit ça, il faut que je mette ça en pratique, je pense que le résultat serait trop lourd. Et peut-être un petit peu ennuyeux si je procédais de la sorte. Donc l'écriture pour moi est un espace de liberté, j'écris sans trop m'imposer de contraintes, etc. Mais je pense que ça se passe de manière assez inconsciente et assez subtile. C'est-à-dire qu'on retrouve forcément l'influence de mes lectures académiques dans le roman, même si je n'en suis pas forcément consciente. L'exemple que je pourrais vous donner, par exemple, dans une valse qui traite essentiellement, vous ne l'avez pas si vous l'avez dit, essentiellement du thème de la folie en rapport avec la condition féminine. Dans le roman, on retrouve une certaine, il fustige en quelque sorte la façon, of course, le regard, bien sûr, à la fin, le regard qu'on porte sur la folie. Et puis, même le traitement médical qu'on réserve à la folie, ce qui est un petit peu trop simpliste, et qui est un petit peu qui tient pas compte du ressenti du patient. Et là, en relisant le roman, bon là j'ai écrit le roman un petit peu sans trop réfléchir. Mais en relisant, je me suis rendu compte qu'il y avait là, dans ce que j'ai écrit là sur la folie, l'influence de Foucault, qui lui traite justement l'histoire de la folie à l'âge classique, etc. Donc en fait, il y a l'influence discrète de mes lectures académiques, mais sinon il n'y a pas d'influence directe, c'est-à-dire que j'essaye de séparer un petit peu les deux. Et donc, en tant qu'écrivaine, comment est-ce que vous arrivez à concilier votre carrière de professeur et de littérature et votre activité d'auteur? C'est-à-dire comment vous faites? Alors comme je viens de le dire il y a 2 minutes, alors mon activité d'écrivain, je perçois comme un espace de liberté. C'est-à-dire que je m'impose pas beaucoup de contraintes. Je me dis pas, il faut que j'écrive tous les jours, par exemple. Voilà. Et d'ailleurs, je n'écris pas tous les jours, je n'écris pas régulièrement. Et malheureusement, je dois dire, j'écris de moins en moins ces derniers temps. Il y a quelques mois où j'écris très... Alors, c'est lié aux contraintes professionnelles, entre autres. Les contraintes professionnelles, on peut pas toujours y échapper. Oui. On est tenu, donc on est tenu de les accomplir, on est tenu de s'acquitter de nos tâches. Et donc, je donne la priorité au quotidien à mes tâches académiques parce que je n'ai pas le choix, en fait. Je suis bien obligée. Il y a des jours où l'envie d'écrire se fait très forte. Et là, je lâche tout et je me mets à écrire. Mais ce n'est pas tous les jours que cela arrive. Donc, pour résumer, les tâches professionnelles, c'est au quotidien ou presque. Et l'écriture académique, c'est quand j'en ai le temps. Voilà. Et quand l'envie se fait trop forte. Voilà. Maintenant, on va aller dans le détail de vos romans. Après, on demandera au public s'ils veulent poser des questions. Dans le roman de Pauvres Cheveux, vous avez utilisé une allégorie très originale. Pourquoi avoir choisi cette forme pour aborder justement les préoccupations sociétales? Alors, pour être honnête, quand j'ai décidé d'écrire le roman des pauvres, quand l'idée m'est venue d'écrire le roman des Pauvres Cheveux, j'avais pas forcément pensé à la dimension allégorique. Je raconte souvent que c'est arrivé de manière très anecdotique parce que j'étais à une période où j'avais une sérieuse chute de cheveux, une importante chute de cheveux. D'ailleurs, c'est un peu le cas encore aujourd'hui, décidément, mais bon, ça c'est entre parenthèses. Et chaque fois, je me lamentais. Ah mon Dieu, mes pauvres cheveux. Voilà, chaque fois que je perdais mes cheveux, mais chaque fois que j'en retrouve sur mes vêtements, je me disais, ah mon Dieu, mais je suis en train de perdre mes cheveux. Ah, les pauvres cheveux, etc. Et c'est venu comme ça. Ah tiens, les aventures d'un pauvre cheveu, ça ferait un bon titre. Et bien sûr, il y avait mon frère à côté à qui j'ai formulé l'idée et qui me dit, alors les aventures d'un pauvre cheveu, qu'est-ce que tu vas raconter sur un cheveu? Ça n'a aucun intérêt. Et
Et je lui dis non, au contraire, pauvre cheveux, ça, il va tomber dans la soupe, on va le poursuivre, il va lui arriver plein de mésaventures, etc. Et c'est à commencer comme ça. Donc l'idée a commencé comme ça, sans forcément, juste pour le côté ludique de la chose, c'est-à-dire le côté amusant de la chose. Ce n'est que par la suite que je me suis dit, bon, il a peut-être raison, mon frère, si je parle que de cheveux, ça sera drôle, effectivement, mais il faudrait que ça soit, il y ait quand même une certaine profondeur derrière. Et c'est comme ça, et c'est là que je me suis rendu compte du grand potentiel allégorique des cheveux, à quel point les cheveux, justement, nous représentaient. Donc, en parlant de cheveux, j'ai parlé de racisme, puisqu'il y avait les cheveux d'Outoudalt qui sont, comme vous l'avez dit, noirs et crépus, qui ont une sainte horreur des cheveux rouges de Louisa, juste parce qu'ils sont rouges, parce qu'ils sont différents. Donc une allégorie du racisme, une allégorie du mépris, puisque Outoudalt, les humains méprisent les cheveux. Un cheveu dans la soupe, quand le cheveu est tombé dans la soupe, c'était le dégoût, l'horreur la plus absolue. Mon Dieu, un cheveu, il n'y a pas pire qu'un cheveu. Donc c'était une métaphore du mépris bien sûr, là c'est un mépris pour un cheveu, mais le mépris de race, le mépris de classe, le mépris, ça existe malheureusement souvent entre humains. Donc il y avait ça, il y avait le voile, la question du voile, les cheveux voilés, les cheveux matés, c'est-à-dire attachés, etc. Donc il y avait et puis les villages décimés, parce que les villages c'est les têtes en fait. Les villages pour cheveux c'est des têtes. Par exemple, c'est le village de pauvres cheveux. Il est originaire d'Irfoutudalt, de la tête d'Outoudalt. Et Irfoutudalt allait souvent chez le coiffeur, c'est-à-dire qu'il rasait son village entièrement. Et les villages rasés, nous avons malheureusement connu ça. Il y a eu la décennie noire où il y avait toutes des villages. Donc en parlant de cheveux, je parlais de beaucoup de choses qui nous intéressent, qui sont en rapport avec notre histoire récente, là encore, et avec la condition féminine, et avec la condition humaine de manière plus globale, la question du mépris, la question du racisme, la question du bien et du mal, etc. Et je me suis dit, c'est plus intéressant de cette manière que de garder uniquement le côté ludique, le côté drôle. Voilà. Merci. Une dernière question pour ma part. Pour le personnage dans la valse, elle est un petit peu schizophrène. Est-ce que dans votre écriture, vous avez fait des recherches sur cette maladie qui pourrait toucher les gens? Donc, expliquez-nous un petit peu comment vous avez procédé pour mettre en place ce personnage dans le roman. Alors, comment j'ai procédé? En fait, je n'ai pas vraiment fait de lecture, là encore, académique ou très poussée, etc. Je me suis beaucoup plus basée sur des témoignages que j'ai retrouvés sur le net, c'est-à-dire des personnes malades sur le net. Alors, j'ai compris le principe de maladie, j'ai compris que la psychose consistait en fait à s'imaginer des choses qui ne sont pas réelles, imaginer des odeurs, des personnages, des voix, etc. Je me suis basée sur certains témoignages. Par exemple, la question des odeurs, elle revenait souvent, etc. Mais, et puis la question des voix aussi, j'ai retrouvé ça souvent, etc. Mais à part ça, je me suis donné une espèce... Après tout, c'est un ouvrage de fiction, c'est pas un... Voilà. Et donc, je me suis... Une fois que j'ai compris un petit peu, j'ai cerné un petit peu les grands traits de la maladie, j'ai laissé libre cours à mon imagination et j'ai imaginé des situations qui sont qui sont propres au personnage de Shahira Lahab. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Maintenant, je donne la parole au public. Donc, je vous demanderai juste de vous déplacer à côté pour être... oui. Il y aura un micro qui va être mis à votre disposition. Et voilà. Comme ça, vous allez apparaître... Bonjour à tous. Bonjour Madame Linda Schuiten. Vous m'entendez? Oui. Donc voilà, je suis enseignante de littérature française au département de français. Et je m'interroge, en fait, je sais que vous êtes enseignante de littérature, mais d'anglais.
à l'université d'Alger, de Boumerdès, pardon. Et je me demande comment expliquez-vous l'usage de la langue française dans votre œuvre littéraire? En tant que spécialiste de la langue anglaise et que l'anglais soit votre outil de travail, je me pose la question, mais pourquoi écrire en français alors que normalement vous êtes censé maîtriser la langue anglaise? Voilà, c'est tout pour moi. Merci. C'est une question qui décidément revient souvent. On me la pose presque systématiquement à chaque rencontre. Alors pourquoi j'écris en français plutôt qu'en... D'abord j'écris en anglais. Mes écrits académiques sont pour la plupart en anglais. C'est-à-dire mes articles, mes livres, j'ai publié 2 livres en anglais, etc. J'écris en anglais, c'est pas un problème. Mais pour la fiction, effectivement... quand il s'agit d'émotions, quand il s'agit de personnages, de profondeur psychologique, etc., c'est vrai que ça me vient plus spontanément en français. Et cela est sans doute en rapport avec mon histoire personnelle. L'anglais, c'est vrai que c'est mon outil de travail. Non seulement c'est mon outil de travail, mais j'ai vécu dans un pays anglophone pendant 3 ans. J'ai vécu en Irlande pendant 3 ans. C'est là que j'ai préparé ma thèse de doctorat. Et donc, mais la langue anglaise, malgré tout, reste une langue assez étrangère pour moi. C'est une langue avec qui j'ai pris contact, avec laquelle, pardon, j'ai pris contact assez tardivement. On a commencé à enseigner. Bon, c'est vrai qu'on a commencé au collège, ce qu'on appelle le collège, mais bon, c'était juste des notions de base. On a commencé vraiment à apprendre la langue au lycée et je n'ai commencé à lire en anglais qu'à l'université. Et c'est une langue dont on ne se sert pas au quotidien, en dehors du cadre du travail. Alors que la langue française, moi j'ai coutume de dire que ma langue maternelle est une langue hybride. C'est un mélange de français et de kabyle. Donc c'est vraiment une langue que je connais depuis mon enfance, que j'ai commencé à apprendre à la maison, que mes parents me parlaient, en mélangeant avec du kabyle bien évidemment. Et dans laquelle j'ai commencé à lire à un très très jeune âge, etc. Souvent, il y a des écrivains, beaucoup d'écrivains algériens qui disent bon, moi je pleure, par exemple Jean Amrouche qui disait j'écris en français mais je pleure en kabyle. Moi, le français, je peux pleurer en français. En fait, je pleure dans un mélange de plusieurs langues et je réfléchis dans un mélange de plusieurs langues, etc. Et c'est cette écriture hybride-là qu'on retrouve dans mes textes. Parce que, comme le disait Madame Mortari pour le roman des pauvres cheveux, mais c'est vrai pour tous mes romans, c'est écrit en français, mais on retrouve pas mal d'autres langues. On retrouve du kabyle dans le roman des pauvres cheveux, on retrouve... on retrouve de l'arabe dialectal, voire d'autres dialectes arabes dans une valse. On retrouve beaucoup d'anglais, justement, dans les Blades orgueilleuses, etc. Voilà, et donc je suis un personnage hybride et ma langue est une langue hybride et j'écris dans cette langue hybride-là. Mais le français est peut-être une langue que je maîtrise plus que la langue kabyle. Même. Parce que la langue kabyle, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas appris à dire dans notre langue, c'est-à-dire tout ce qui est lié au manque du travail, tout ce qui est lié au manque des émotions, parce qu'il ne faut pas les dire en français. Il y a cette pudeur qui nous empêche de les dire en kabyle. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis, comme je l'ai dit, même quand j'ai appris le kabyle, je l'ai appris avec beaucoup de français, mélangé à beaucoup de français. Donc c'est peut-être la langue que je maîtrise le plus et qui est la plus proche à mon cœur, en plus du kabyle, bien évidemment. Et c'est pour ça que je dis que je vais peut-être choquer, puisque le français a tendance à être assez mal vu dans notre pays maintenant. C'est la langue du colonisateur, etc. C'est la langue je ne sais pas quoi. Mais pour moi, j'ai une autre perception de la langue française. Je suis attachée à cette langue-là. Cela ne veut pas dire que je n'écrirai jamais en autre langue. J'aimerais bien écrire dans toutes les langues que je maîtrise, qui sont 4. C'est-à-dire le kabyle, l'arabe, le français et l'anglais. J'espère pouvoir écrire ne serait-ce qu'un texte ou 2 dans chacune de ces langues-là. Mais pour le moment, je me sens très à l'aise avec la langue française. Alors, pourquoi changer? Voilà.
influencé le plus ne sont pas forcément français. Il y a l'influence des classiques, bien évidemment, que j'ai lu très jeune. J'ai lu Balzac très jeune. J'ai lu, comment dire, Stendhal jeune aussi. J'ai lu Le Rouge et le Noir alors que j'avais 16 ans, etc. Et on retrouve cette belle langue française dans certains de mes romans. Pas dans le roman des Pauvres Cheveux, qui est écrit sciemment dans un mauvais français, entre guillemets, c'est-à-dire que dans un langage parlé très familier, etc. Mais dans d'autres romans, comme Les Blattes Orgueilleuses ou Une valse, c'est la touche classique. On retrouve cette touche classique-là dans les romans. Dans le roman, pardon. Mais les écrivains qui m'ont le plus influencé ne sont pas français. Il y a Mark Twain, par exemple, qui est américain, dont on retrouve la forme d'humour, le type d'humour est présent, a influencé le roman des Pauvres Cheveux. Voilà, il y a ce personnage-là de Huckleberry Finn qui est un petit peu un simple d'esprit, enfin qui se prend pour un simple d'esprit alors qu'il est beaucoup plus intelligent qu'il ne le pense. C'est à peu près le cas de Pauvres Cheveux dans le roman. Et puis Tom Sawyer, surtout Huckleberry Finn. C'est plus les aventures de Huckleberry Finn qui m'a influencé. Les contes d'Anderson qui m'ont fasciné très jeune. Il y avait les contes. Alors on connaît beaucoup plus les contes de Perrault, etc., qui sont assez violents. Et puis il y a la magie des contes d'Anderson. C'est vraiment notre monde. C'est vraiment, il y a une sorte de féerie qui plane autour. Et j'ai essayé d'imiter un petit peu, de recréer un petit peu ce genre d'ambiance dans des rêves à leur portée, un petit peu dans le style, un petit peu dans ces nouvelles-là, dans la nouvelle de voilà les nouvelles que je raconte, par exemple la leçon de Kafka, etc. Le petit oiseau qui s'envole, etc. C'est très andersonien. Il y a l'influence d'Anderson, un petit peu aussi dans Une valse où il y a beaucoup de violence, mais il y a beaucoup de poésie. Paradoxalement. D'ailleurs, il y a une doctorante à Amsterdam qui s'appelle Iman Latachi, qui a beaucoup travaillé sur Une valse, et qui définit ce roman-là comme un roman-poème. Il y a beaucoup de poésie dans le roman. Quels autres écrivains m'ont beaucoup influencé? Les modernes, ce qu'on appelle le courant moderniste, modernist movement, en littérature anglo-saxonne, par exemple James Joyce, que j'aime beaucoup, l'écrivain irlandais James Joyce, un petit peu Faulkner. Nous retrouvons ça dans la structure narrative des Blattes Orgueilleuses. Il y a qui d'autre? Il y a Thomas Hardy. J'allais oublier Thomas Hardy, qui est sans doute l'écrivain qui m'a le plus influencé, qui est un écrivain britannique du 19e siècle, qui décrit vraiment avec beaucoup d'humour parfois, et même s'il écrit des tragédies, qui a beaucoup de profondeur, l'Angleterre rurale du 19e siècle, etc. Donc ces personnages féminines aussi, ces personnages féminins m'ont beaucoup influencé. Ce mélange de mystère, c'est des héroïnes qui déroutent un petit peu, qui ont un côté obscur, etc. Je pense qu'on retrouve ça chez Shahira, un petit peu chez Rosa, dans Les Blattes Orgueilleuses, etc. Donc voilà les écrivains qui m'ont le plus influencé, beaucoup plus que des classiques français. J'ai beaucoup plus pris le style, la beauté de la langue, mais ce sont ces écrivains-là qui m'ont le plus influencé. Bonjour. D'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Ensuite, vous avez évoqué que dans le roman Les Blattes Orgueilleuses, il y a un quatuor d'amis qui sont en concurrence dans l'université. Est-ce qu'on ne devrait pas le recevoir ironiquement en vue de la décadence du niveau d'étudiants et surtout de l'absentéisme ici à Béjaïa? Je ne sais pas si c'est le cas chez vous. D'accord. Et si la littérature va persister dans le temps? Je disais tout à l'heure que j'avais beaucoup de tendresse pour ces personnages, effectivement, parce que c'est quand même des personnages très attachants malgré leurs défauts. Mais effectivement, il y a un peu de sarcasme, un peu d'ironie envers
ces gens-là qui sont censés représenter l'élite du pays, qui sont censés être des intellectuels et qui essayent de s'acquitter de leur rôle d'intellectuel. Parce que je n'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais l'un des thèmes du roman Les Plates orgueilleuses, c'est justement le rôle de l'intellectuel en Algérie et peut-être un petit peu partout dans le monde. Et ce sont des auteurs ou enfin des enseignants universitaires qui ont conscience qu'ils sont censés avoir un rôle et qui essaient de s'en acquitter. Par exemple, quand le Hirak commence, ils se sont obligés de prendre part au Hirak. Et quand il y a des actes d'islamophobie un petit peu en Occident, par exemple, quand il y a, je ne sais pas, on s'en prend à des femmes parce qu'elles ont porté un burkini, ou quand on interdit la nourriture halal dans les restaurants, etc. Ils se sont obligés de réagir. Ils essayent de signer des pétitions, ils essayent de commenter sur de protester sur les réseaux sociaux, etc. Bien qu'ils soient des gens pas très portés sur la chose religieuse. Je disais, au début, ils étaient un petit peu éméchés, ils disaient un petit peu n'importe quoi, voilà. Donc ce ne sont pas des gens qui portaient sur la chose religieuse, mais ils essayent d'agir par sens de la justice. C'est-à-dire, ils rejettent toutes sortes de discriminations, toutes sortes d'injustices, même si ça ne converge pas forcément avec leur façon de voir. Et donc ces gens-là qui essaient, comme je dis de s'acquitter tant bien que mal de leur rôle d'intellectuel, sont pourtant très puérils, très ridicules parfois. Ils ont des petites querelles mesquines, ils ont des petites crises d'ego, etc. Ce qui les rend un petit peu pitoyables. N'oubliez pas que c'est un petit peu des blattes là en langage, un petit peu pitoyables. Donc effectivement, il y a une sorte d'ironie assez gentille, qui n'empêche pas une certaine tendresse, comme je disais tout à l'heure, mais je me moque gentiment un petit peu de ce que nous sommes, des intellectuels que nous sommes censés être, et qui pourtant nous sommes humains, trop humains, pour reprendre la phrase de Nietzsche, la célèbre phrase de Nietzsche. Voilà, merci beaucoup. La deuxième question, c'était, pardon Ben oui, je l'espère bien. Moi, je suis optimiste sur ce plan-là. On entend beaucoup dire que la littérature vit ses derniers jours. Ça y est, la technologie va l'éradiquer. D'ailleurs, la jeune génération ne lit plus. Ils sont tous constamment branchés à leur téléphone. On entend beaucoup ce genre de discours. Moi, il y a quelques jours, jeudi dernier, j'étais invitée à un club pour célébrer les 3 ans d'un club de lecture dans un collège à Tizi Ouzou, un collège privé à Tizi Ouzou. Donc, c'est un club de lecture qui regroupe les élèves de ce collège-là. Ce sont de très jeunes adolescents, entre 10 et 14 ans, et qui adorent lire, qui sont très portés sur la lecture, qui adorent la technologie, qui sont effectivement tout le temps branchés sur leur téléphone, etc. Mais ça ne les empêche pas d'aimer la lecture, de dévorer les livres, etc. Donc, je ne pense pas que la technologie mette fin à l'écriture, à la littérature. Peut-être qu'il y aura d'autres supports, peut-être que certains préfèrent déjà lire sur des liseuses ou en format PDF, etc. Mais je pense que la littérature existera toujours, ou en tout cas pour longtemps. Voilà. N'oubliez pas qu'avant l'invention des livres, chez nous, dans notre société qui était essentiellement une culture orale, on n'avait pas de livres forcément, on n'avait pas de romans, on n'avait pas, voilà. Mais la littérature existait. La littérature, les femmes improvisaient des poèmes. Nous avons nos poèmes, nos poètes célèbres, c'est Mohamed et d'autres, etc. Nous avions des contes, nous avions des devinettes, etc. Donc il existait une littérature. Cette littérature peut redevenir orale. Maintenant, on écoute des audiobooks, par exemple, etc. Mais la littérature, sous une forme ou sous une autre, sera quand même présente, à mon avis. Je suis peut-être trop optimiste, mais je préfère. Bonjour madame, c'est M. Mehnaoui, enseignant à l'Université de Bijaya, faculté d'économie. D'accord. Donc je tiens à remercier vivement d'abord les organisateurs de ce café littéraire pour les efforts qu'ils fournissent pour émanciper les gens dans le monde de la littérature. Donc vous avez toutes mes félicitations. J'espère que ça serait une tradition qui se répétera durant toute l'année. Je remercie aussi
mon ami sur Facebook est Madame Chouiten. Voilà. On a eu la chance de se connaître sur les réseaux sociaux. Donc, maintenant, on la voit ici devant nous. Nous sommes très honorés par votre présence, par votre réponse favorable à notre invitation. Donc, concernant mes critiques, enfin mes remarques, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a une quête de recherche identitaire, c'est-à-dire d'identité littéraire de Madame Chouiten. Il y a une certaine perplexité de trancher cette identité littéraire. Je m'explique. Donc, parce qu'on est dans le réalisme littéraire, la fiction, un peu de romantisme, bien que c'est rare. Donc, par rapport à l'écriture féminine généralement, c'est penché vers le romantisme littéraire plus que le réalisme. C'est une remarque. Voilà. Donc, il y a une quête permanente d'identité littéraire n'est pas tranchée. Alors que, étant moi-même un auteur, donc un écrivain, j'ai 2 romans en mon palmarès. Donc, j'ai pu déceler facilement cette perplexité qui ne va pas, à mon avis, servir l'écrivaine. C'est un point de vue. Ça, c'est premièrement. Il y a beaucoup de non-dits dans les écrits enfin, il y a une certaine réticence, une certaine autocensure. J'aimerais bien expliquer. Il y a aussi l'idée des clichés. Donc, on sentit que Madame Chouiten portait une idéologie littéraire, celle de défendre les causes justes d'une manière très délibérée. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'elle dit réellement, elle est libre de s'exprimer comme elle veut, mais je pense qu'il y a toujours cette réticence de ne pas toucher les zones interdites dans l'espace politico-social algérien. Bien évidemment, c'est-à-dire par rapport à la profondeur des textes, parler sur le Hirak et sincèrement non, mais comment pouvez-vous émettre un jugement sur un roman que vous n'avez pas lu? Voilà. Madame, permettez-moi de terminer ma question. J'ai lu certains, j'ai fait une synthèse à peu près de vos travaux, madame, sans vous énerver à quelque chose comme ça. Voilà, vous avez le temps de répondre comme vous voulez. On n'est pas dans un interrogatoire. Je donne mon point de vue. Vous répondez aisément, madame. Ça peut être que je ne suis pas correct dans ma pensée. C'est le temps de me corriger. On est là pour débattre, c'est tout. Haja Netan, donc, concernant le côté académique, spécialement littéraire, moi je vois que c'est une aventure très délicate d'être spécialiste en littérature et d'écrire dans la littérature parce que il y aura une certaine dualité entre l'aspect critique et l'aspect, ce qu'on appelle artistique et d'innovation dans l'écriture, étant donné que nous sommes toujours, d'ailleurs vous avez cité des exemples
vous avez adopté certaines techniques d'écriture dans vos écrits. Parce que là, je risque de me perdre. Il y a beaucoup trop de remarques, beaucoup trop de questions et je risque de ne. Allez, Donc, je me j'aimerais contente de ça. Non, je Il n'y a réponds pas à de vos souci. questions et je Je vous laisse. vais les énumérer une par la suite. D'accord? Donc, Merci pour vous me vos laissez- questions, même si madame. ça ressemblait beaucoup plus à un Allez, procès en bonne et due forme. Mais c'est pas grave. Alors, donc, la perplexité littéraire, d'abord, je dois avouer que je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire par perplexité littéraire. Moi, je dirais, je ne sais pas si vous êtes en train de m'écouter, monsieur, je suis en train de vous répondre. Donc, moi, plutôt que perplexité littéraire, je l'appellerais complexité littéraire. Parce qu'on est des personnages, on est des êtres complexes, effectivement. Vous semblez être déçu qu'il n'y ait pas beaucoup de romantisme. Vous me dites la littérature féminine, c'est censé... C'est vous qui êtes dans les clichés. Pourquoi est-ce que la littérature féminine devrait être dans le romantisme ? Ben non, les femmes ne sont pas tenues d'écrire de la manière dont vous le souhaitez ou quelqu'un d'autre le souhaite. Les femmes sont libres d'écrire ce que bon leur semble. Et les femmes ne se ressemblent pas toutes. Il y a des femmes qui sont enclines au romantisme, il y a d'autres qui sont beaucoup plus cérébrales. Il y a des femmes qui préfèrent se réfugier dans l'imaginaire, écrire des choses dans le fantastique, etc. Et voilà. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très réducteur que de réduire les femmes à l'écriture romantique. Les femmes se dépassent cela. Ne sont pas là juste pour faire pleurer dans les chaumières, pour pleurer, je sais pas, un amoureux perdu ou non. Ben non, je crois que c'est dépassé. Voilà, on a de loin dépassé ça. Et donc dans le roman des pauvres cheveux, vous me faites penser à quelqu'un. Une fois, j'ai animé un café littéraire à mes débuts, juste après la parution du roman des pauvres cheveux. C'était un café littéraire axé sur la littérature féminine. Le thème de la rencontre était censé être la littérature féminine. Et je me rappelle du commentaire d'un intervenant qui m'a dit « Bon, là, je suis en train de lire le roman des pauvres cheveux. Nous sommes censés, le thème de la rencontre est censé être la littérature féminine. Mais honnêtement, hormis le fait que ce roman est écrit par une femme, je ne vois pas trop ce qu'il y a de féminin là-dedans. » Mais justement parce que comme vous, il s'attendait à ce que je raconte une histoire très romantique, etc. à l'eau de rose, exactement. Et c'est pas du tout le roman des pauvres cheveux, où c'est sans doute, comme Madame Mortali le disait, le plus original, peut-être le plus audacieux de mes romans, etc. Donc non, c'est vous qui êtes dans le cliché, monsieur. Quant à la perplexité littéraire, l'identité elle-même, ma conception de l'identité est quelque chose de fluide. Je ne suis pas la première à le dire, il y a beaucoup de théoriciens qui en ont parlé, qu'il s'agisse d'identité nationale ou d'identité individuelle. L'identité n'est pas fixe. Donc effectivement, nous sommes en perpétuel mouvement. La personne que j'étais en 2017, quand j'ai publié le roman des pauvres cheveux, n'est pas forcément n'est pas exactement identique à ce que je suis maintenant en 2025. Donc on change constamment, on évolue constamment. Et tant mieux d'ailleurs, parce que si on était figé, on évolue constamment et on est multiple, on a plusieurs facettes. C'est pour ça que mes romans sont tous différents, en fait. Et c'est tant mieux, parce que si à chaque fois je vous proposais le même livre, vous allez vous dire, bon, ça y est, elle écrit elle rabâche tout le temps la même histoire, ça perd tout intérêt. Donc voilà, la perplexité littéraire, c'est encore, au contraire, une très bonne chose. C'est quelque chose de très positif parce que ça nous permet d'évoluer et d'explorer de nouvelles facettes de nous-mêmes et de notre littérature. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Maintenant, en ce qui concerne l'autocensure, je ne sais pas, peut-être que vous avez raison. Quelqu'un m'a déjà fait cette remarque-là en disant les femmes, je vois toujours à quel moment elles freinent, elles lèvent le frein à main, elles s'interdisent de dire certaines choses. Peut-être, mais dans ce cas, peut-être que c'est inconscient. N'empêche que j'écris des choses assez audacieuses. Une valse, par exemple, c'est un roman, et pas seulement sur le plan, comment dire. Psychologique, voilà, etc. Mais sur le plan politique aussi, je suis quelqu'un qui dit des choses. Alors maintenant, j'ai des positions, vous me dites je suis orienté idéologiquement. Je ne suis pas orienté idéologiquement, j'essaye de faire dans la subtilité. Après, j'ai des idées.
J'ai des idées qui transparaissent à travers mes romans. Par exemple, quand je parle de conditions féminines, je vais pas dire, je vais pas décrire en termes panégyriques quelqu'un qui bat sa femme. Je peux pas. Ça irait à l'encontre de mes convictions. Je ne peux pas. Donc effectivement, les idées, ma façon de voir les choses se perçoivent dans mes écrits. Mais là encore, j'essaie de rester dans la subtilité et de ne pas flageller certains personnages juste parce qu'ils sont différents de ce que je suis. Par exemple, dans Des rêves à leur portée, il y a une nouvelle qui s'appelle Les grandes mains, et où la jeune Inès envie sa mère qui est une jeune femme très délicate comme ça, il y a même cette phrase-là qui dit qu'il se maquille avec tellement d'art, qui triche avec tellement d'art, tellement d'élégance, que certains ont milité pour légaliser la triche. Vous voyez, c'est pas une phrase très très féministe. Là, je suis en train de décrire positivement une femme qui est comme ça, qui mise tout sur l'apparence, etc., qui est tout à fait le contraire de ce que les féministes prônent et de ma vision des choses, moi aussi. Mais je salue la diversité, je crois en la diversité. Et je crois que la meilleure forme de féminisme, c'est justement de permettre aux femmes de choisir la vie qu'elles veulent mener. Si elles veulent se maquiller, tant mieux. Si elles veulent rester à la maison, s'occuper de leurs enfants, c'est très bien. Si elles veulent au contraire avoir un autre destin, c'est-à-dire, je ne sais pas, militer ou écrire ou voyager ou je ne sais pas, voilà, c'est à elles de décider de ce qu'elles veulent vivre. Donc je ne suis pas du tout figé idéologiquement. Au contraire, je crois en la liberté des uns et des autres. Voilà. Après, quand vous me dites le travail académique, ça peut empiéter sur le travail artistique. Je suis très étonnée que vous me disiez ça, parce qu'il y a un très très grand nombre, beaucoup d'écrivains en Algérie et à travers le monde sont de formation littéraire. Il y en a d'autres qui sont de formation scientifique, bien qu'ils soient médecins ou mathématiciens, bien sûr. C'est très bien aussi. Mais les études littéraires ne peuvent aucunement être un frein pour l'écriture créative. Je pense par exemple à Aïcha Kassoul, que vous connaissez sans doute, qui est professeur en littérature française et qui est également écrivain. Il y a Slimane Etsidhoun qui a fait des études de lettres et qui est également écrivain. Je ne sais pas si vous connaissez Abdelrazak Gournah, prix Nobel de littérature en 2021, je crois, quelque chose comme prix Nobel de littérature, et qui a le même profil que moi, c'est-à-dire qu'il enseigne les études, la littérature anglophone, postcoloniale, à l'université de Sussex, en Grande-Bretagne. Il enseigne la littérature à l'université, et il est prix Nobel de littérature. Donc c'est vous dire que ça n'empêche pas du tout. Voilà, donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Bonjour Madame Chuitan. Donc merci pour les éclaircissements que vous donnez. C'est un plaisir de vous écouter, discuter autour de vos ouvrages, mais en même temps de la littérature en général. Effectivement, la question de l'engagement, elle est présente, que ce soit l'engagement pour ce qui est des préoccupations sociétales ou même pour ce qui est aussi de l'engagement littéraire. Et d'ailleurs, j'aimerais vous poser une question par rapport aux thématiques que vous explorez dans votre univers romanesque, par rapport à la psychose, hein, la folie. Est-ce que la folie, pour vous, c'est un moyen de subversion, hein, pour dénoncer, pour justement donner la parole à certaines catégories de la société qui sont pratiquement marginales? On le voit pratiquement dans tous les ouvrages que vous écrivez. Ou alors, tout simplement, c'est une manière, tout simplement, de parler de certains thèmes qui ne sont pas encore peut-être exploités en littérature. Je vous remercie.
Qui a-t-il à raconter si vous ressemblez à tout le monde, voilà. Donc la difficulté d'être, elle naît justement du sentiment de différence. Et c'est ça que j'essaie de mettre en exergue. Et la folie est une forme de différence, une forme prononcée de différence. Parce qu'au final, c'est quoi? Être fou, c'est ne pas être comme les autres. C'est juste ça. Alors, est-ce que la folie est une forme de subversion? C'est exactement ça. Alors, la folie dans une valse, on peut l'interpréter de différentes manières. On peut l'interpréter tout simplement comme une conséquence des déceptions, du musellement, des frustrations, voilà, qu'a vécu Shahira. Donc, effectivement, là, c'est juste... c'est quelque chose de négatif, c'est une conséquence de tout ça. Mais la folie, là encore, est assez ambivalente dans le roman, dans le sens où on peut l'interpréter de manière très positive. Parce que, paradoxalement, Shahira... comment dire, commence à avoir un petit peu de liberté, commence à s'affirmer, paradoxalement en devenant folle. Elle ne prenait pas d'initiative avant. On lui demande d'arrêter ses études quand elle est au lycée, quand son père découvre ces poèmes-là qu'elle a écrits et qu'il est scandalisé, il est juste trop audacieux, et donc il décide de la retirer du lycée. Elle accepte, elle se soumet. Ensuite, on lui dit tu vas faire de la couture parce que Nanouara, Khalti Nouara, qui lui apprendra les secrets du métier, habite dans le même immeuble, donc c'est pratique, comme elle ne veut pas se voiler. Personne ne va la voir, etc. Là aussi, elle s'exécute, etc. C'est vrai qu'elle était un petit peu rebelle dès le départ, c'est-à-dire qu'elle avait son attitude comme ça, assez hautaine, assez distante, etc., qui exprimait de manière indirecte son refus de se plier, mais au final, elle ne prenait pas d'initiative. Les initiatives, elle commence à en prendre une fois la folie déclarée. C'est-à-dire qu'en étant folle, elle décide de s'installer seule à Tizin Tleli, qui sera une autre déception, mais là, c'est un autre sujet. Donc, elle décide de s'installer à Tizin Tleli toute seule. Elle n'avait jamais eu le courage de le faire avant. Elle voyage pour la première fois, elle décide d'aller à Vienne, elle quitte l'Algérie pour la première fois, en étant folle, entre guillemets. Elle prend l'initiative de participer à ce concours international de stylisme en étant folle, et elle arrive à occuper une place assez honorable, puisqu'elle est 8e, alors qu'elle n'a jamais fait d'études de stylisme. 8e dans un concours international, elle arrive en finale, etc. Donc elle réalise les plus grandes choses, les plus grandes initiatives qu'elle prend dans sa vie sans le fruit. Elle les aurait peut-être jamais prises si elle n'était jamais devenue folle. Voilà. Donc la folie, en quelque sorte, c'est se libérer du joug des conventions, du joug de ce qu'on nous impose, etc. Donc effectivement, vu sous cet angle, c'est effectivement un moyen c'est une folie libératrice, c'est un moyen de subversion. En même temps, c'est ce que vous disiez aussi, l'autre chose que vous disiez est aussi vrai, puisque en littérature, c'est un classique que de faire parler les fous. Les fous, c'est des diseurs de vérité. Les choses qu'on n'ose pas dire en étant trop normal, voilà, on les fait dire à un fou parce que il y a toujours le couvert de la folie. Keshmakan, il est fou, voilà, il est fou, voilà. Et donc c'est un procédé très 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 classique en littérature. On fait dire aux fous des choses qui sont en fait pas folles du tout, qui sont au contraire très profondes, très sensées, etc. Et c'est à peu près ce que fait la folie dans le roman d'une valse. Donc c'est à peu près tout ça en même temps. Voilà. Zulf Laouen, premièrement, je tiens à remercier l'ensemble des organisateurs de ce café littéraire. Tout à l'heure, vous avez parlé sur l'importance du physique. Et il y a des philosophes qui disent que notre corps parle avant que nous parlons avant nous. Que pensez-vous sur l'importance des gestes corporels et l'importance du silence dans la communication? Ma deuxième question, si quelqu'un
vous donne le choix entre prendre la parole ou bien écrire. À votre place, vous choisissez quoi? Merci à vous. Alors, la première question est assez difficile. Est-ce que vous pourriez la reformuler, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je pense des gestes corporels et de l'importance du silence? Alors, je pense que justement, les gestes corporels sont une forme de communication. Et que même quand on garde le silence, ce que si par exemple je me triture les doigts ou si je me gratte, c'est un signe de nervosité. Si je fais les 100 pas, etc., ou si je tape du pied sur la table, même si je dis rien, enfin sur le sol, même si je dis rien, c'est clairement que je suis en colère, etc. Donc notre corps est très éloquent. Il dit beaucoup de choses, effectivement. Il peut être plus éloquent que la parole et surtout plus vrai que la parole. Parce que quand nous parlons, nous pouvons mentir, nous pouvons déformer notre pensée profonde. Voilà. Alors que le corps nous trahit. C'est-à-dire, je peux vous dire quelque chose, par exemple, faire semblant d'être aimable envers vous, etc., mais quelque chose dans mon regard ou quelque chose trahira mon hostilité ou quelque chose comme ça. Donc, le silence peut être une forme de communication s'il est accompagné de certains signaux corporels, etc. Donc, c'est aussi une forme d'éloquence, effectivement. Cela dit, pardon ? Oui, c'est exactement, c'est ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est par contre, je ne suis pas quand même une adepte du silence, même si ça peut être corporel, parce que même si le corps peut être très éloquent, même si ça peut être très éloquent, certains choisiront de l'ignorer, parce que ça ne convient pas à leurs attentes ou à leur comment dire, à leurs intérêts ou à quelque chose comme ça. Ils risquent d'ignorer votre langage corporel. Alors que si vous le dites, je pense que ça sera plus difficile à ignorer. C'est pour ça, et si vous l'écrivez, c'est encore mieux. Vous l'écrivez, ça reste, voilà, c'est visible. Et c'est pour ça que j'enchaîne avec la deuxième question. Vous m'avez dit si je devais avoir le choix entre prendre la parole et écrire, qu'est-ce que je choisirais? Alors, j'espère ne pas être confrontée à ce dilemme, mais je choisirais sans doute l'écriture. L'écriture, parce que, comme je vous dis, d'abord, c'est un moyen de communication qui va subsister, qui va vous survivre, et il y a un côté égocentrique et peut-être prétentieux des écrivains et de tous les artistes en général qui espèrent un petit peu triompher de la mort à travers leurs œuvres. Donc, si j'écris quelque chose qui a un certain écho, j'ai une chance qu'il me survive après la mort. Et ça, c'est une petite victoire sur la mort. C'est quand même quelque chose, vous comprenez. Et en plus, l'écho, je ne sais pas, je sais pas, il y a beaucoup de... Le plaisir que procure l'écriture, je pense, est différent de ce que procure la parole, etc. Je pense que Et moi-même, je suis quelqu'un d'assez solitaire, ça ne se voit pas forcément, je suis quelqu'un d'assez casanier, d'assez solitaire. Donc l'écriture en tant qu'activité me convient beaucoup plus, parce que là, on est tout seul justement à écrire, etc., au lieu forcément d'être obligé de se déplacer face à une foule. Donc c'est une façon de communiquer aussi qui est très efficace, mais qui ne sacrifie pas notre solitude forcément. Comprenez un petit peu. Donc voilà. Donc, je choisirais l'écriture. Si quelqu'un vient me raconter son histoire et me demande... En général, je n'accepte pas beaucoup ce genre j'ai été sollicitée 2 ou 3 fois par des gens. Il y a une amie à qui j'ai promis de le faire. Là, je n'ai pas tenu la promesse pour le moment. Mais en gros, mes écrits sont le fruit de mon imagination. Ça vient de l'intérieur, du fond de moi-même, etc. Et donc, écrire ce que me raconte quelqu'un d'autre, etc., serait une tâche plus difficile, sauf si l'histoire me parle.
immédiatement. C'est-à-dire que l'histoire qui m'a été racontée crée un déclic en moi, déclenche un déclic en moi, etc. Là, c'est un problème. Mais certains m'ont raconté des histoires qui m'ont semblé trop ordinaires, des histoires de problèmes familiaux, etc. Ça ne correspond pas à mon monde, parce que dans mon monde, il y a toujours, il y a le réel, c'est ce que disait le monsieur qui me reproche, je sais, ma perplexité littéraire. Donc, dans mon monde, il y a beaucoup de réalisme, il y a du réalisme, ça reflète toujours la réalité, mais il y a toujours une part de fantastique, une part de petite folie personnelle, c'est ça mon monde. Alors créer une histoire qui est trop dans le réel, trop dans les histoires auxquelles on est habitué, etc., ça ne correspondrait pas tout à fait à mon imaginaire littéraire. Et c'est pour ça que je préférerais ne pas. Maintenant, s'il y a une histoire, c'est pour ça que je préférerais m'abstenir. Mais ça dépend de ce qu'on me raconte. Là encore, c'est au cas par cas, ça dépend. Voilà, maintenant ça dépend de ce que veut la personne, parce que certaines personnes voudraient raconter leur vie. Et donc, ma touche personnelle un peu fantaisiste ne serait pas forcément la bienvenue pour eux, vous comprenez. Maintenant, si ça se négocie, que j'ai toute la latitude, justement, de modifier l'histoire ou d'y ajouter ma propre touche, comme vous dites, oui, pourquoi pas. Là, dans ce cas-là, pourquoi pas. Du tout. Comment est-ce que, justement, de l'univers romanesque, donc de la prose romanesque, vous passez à la poésie dans votre écriture? Alors moi j'ai tendance à me considérer beaucoup plus comme romancière et nouvelliste que poétesse. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me considère pas vraiment comme une poétesse. Et je pense, à tort ou à raison, que ce que j'écris en termes de prose est supérieur. En termes de ce que je propose est supérieur à la poésie. Peut-être que j'ai complètement tort, parce que je partage certains de mes poèmes sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et j'ai des retours très très positifs. Voilà, mais c'est mon ressenti. Alors, la poésie, mais j'écrivais des poèmes de circonstances, comme je l'ai dit, étant très jeune, mais c'était des poèmes vraiment de circonstances destinés pour des anniversaires, quelque chose comme ça. Maintenant, les poèmes que j'ai publiés, ils se sont imposés à moi. D'ailleurs, j'ai accordé un entretien centré autour de ces poèmes-là, qui s'intitule comme ça. Les poèmes se sont imposés à moi. C'est-à-dire que c'était surtout durant la période du confinement et les années qui ont précédé, j'avais ce besoin pressant d'écrire des poèmes. Contrairement au roman, il y a quand même, c'est assez cérébral. On s'assied, on réfléchit à la structure, aux personnages, les profils des personnages, il faut que ça tienne la route, il faut qu'il y ait une cohérence d'ensemble, etc. C'est du travail. Alors que les poèmes, ça sortait. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je les considère un petit peu comme inférieurs. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu cet effort cérébral dessus, peut-être. Mais après, le résultat, c'est au lecteur d'en juger. Voilà, donc c'est venu, en fait, spontanément. Merci. Est-ce que... Oui, mademoiselle, venez. Bonjour à tous. Je tiens à vous remercier pour l'organisation de ce café littéraire, et je remercie aussi Madame Linda Schuiten d'avoir accepté d'être ici. Ma question est un peu hors ça. Est-ce que, on va dire, que pensez-vous de l'évolution technologique actuelle et future avec l'intelligence artificielle? Est-ce que pourra influencer sur les auteurs, les écrivains? On a apparition des chatbots qui font la rédaction et l'écriture. Est-ce que ça pourra influencer sur l'originalité des idées? Je crois que il y a un risque que ça influence l'originalité des écrivains. Malheureusement, il y a des écrivains qui sont tentés par la facilité, ça existe un petit peu partout dans le monde, et qui, quand ils veulent écrire un passage, ont simplement recours à l'intelligence artificielle qui leur propose le passage, et puis voilà. Mais franchement, je n'arrive pas à comprendre cela, parce que où est l'intérêt dans tout ça?
quand on écrit, c'est parce qu'on aime écrire, parce qu'on trouve du plaisir à écrire. Si j'écris rien, que je demande à l'intelligence artificielle de proposer, quel est l'intérêt? Je ne comprends pas. Mais malheureusement, je sais que beaucoup seront tentés par cette facilité-là. Voilà. Mais peut-être, effectivement, je sais, maintenant, il y a des logiciels pour détecter la présence de l'intelligence artificielle, etc. Voilà, je ne sais pas si on a commencé à l'utiliser. Pardon? Je ne sais pas, je ne connais pas, mais je crois qu'on a commencé à utiliser ça dans le milieu universitaire. Peut-être qu'il serait judicieux de s'en servir aussi dans le milieu artistique, dans la création littéraire aussi. Ça serait bien de détecter qui a écrit lui-même le texte et qui s'est servi de l'intelligence artificielle. Cela dit, je ne sais pas, peut-être que j'ai tort, mais à mon avis, si vous avez recours à l'intelligence artificielle, vous pouvez créer quelque chose de bien, de correct, etc. Mais il n'y aura pas de créativité, parce que l'intelligence artificielle ne crée pas, n'imagine pas. En fait, elle synthétise tout ce qu'elle a trouvé. D'abord, il n'y a pas de profondeur, parce qu'il n'y a pas de sentiment. Et en plus, je pense qu'il n'y a pas de révolutionner la littérature avec ça, parce que forcément, ça sera une synthèse de ce qui a été écrit. Alors que vous, je ne sais pas, le roman des pauvres cheveuses, je ne sais pas si... maintenant, il peut produire quelque chose de similaire, parce que le roman des pauvres cheveux a été écrit. Mais avant qu'il n'existe, je ne sais pas si l'intelligence artificielle aurait pu produire quelque chose comme le roman des pauvres cheveux, parce que ça n'existait nulle part ailleurs. Donc, si vous voulez vraiment innover, créer quelque chose qui reste, qui marque, je pense qu'il vaut mieux se passer d'intelligence artificielle. Mais je ne sais pas si tout le monde m'écoutera en disant cela. Vous voyez, là, je suis un peu moins optimiste que sur la question précédente. Voilà. Une question. Je voulais rebondir par rapport à l'écriture. Tous les écrivains ont un message à transmettre au lecteur. Quel serait votre message, vous, en tant que romancière? Eh ben justement, non. Tous les écrivains n'ont pas forcément de message à transmettre, et je n'aime pas cette idée de transmettre un message. Ça fait un petit peu moralisateur, ça fait un petit peu enseignant. Je suis enseignante, mais ça fait un petit tuteur. Voilà. Non. J'écris pour des adultes. Enfin, j'ai écrit un conte pour enfants, pour jeunes et plus moins jeunes, mais j'écris essentiellement pour des adultes. Et comme je le disais tout à l'heure, je crois en la liberté de chaque adulte de choisir sa vie, de chaque être humain de choisir sa vie. Donc, je ne suis pas là pour dire aux gens comment ils doivent vivre, comment ils doivent se comporter, comment ils doivent réfléchir, etc. Je crois que le rôle de la littérature est d'inciter à la réflexion. Et c'est ce que j'essaie modestement, à mon niveau, de faire. C'est-à-dire en soulevant certaines questions, qu'il s'agisse justement de conditions féminines ou d'histoire du pays ou des questions sur l'art, puisqu'il est très présent, par exemple, dans l'importance de l'art ou la question du bien et du mal, etc. Je ne donne pas de réponse toute faite. Et d'ailleurs, souvent, en fait, pas souvent. Dans tous mes romans, c'est une fin ouverte. Il n'y a pas de fin. C'est dans un roman des pauvres cheveux, dans une valse, et c'est le cas dans le Blattes orgueilleuses. Ça se termine toujours sur plein point d'interrogation. Donc, si je devais absolument dire un message, c'est que la lecture de mes romans ou d'autres livres vous incite à réfléchir sur les questions qui nous entourent, sur le monde qui nous entoure. C'est tout. En dehors de ça, je n'ai aucun message à transmettre. Une autre question, justement concernant votre dernier roman, Les Blattes, Les Blattes orgueilleuses. Est-ce que c'est l'environnement universitaire, à vrai dire, vous êtes enseignante donc, à l'université, est-ce que c'est l'environnement universitaire qui vous a poussé, ou à vrai dire, qui vous influencé, ou qui vous a donné l'idée d'écrire exactement ce livre? Mais ça m'arrive tout le temps. Décidément, c'est l'une de mes particularités. Je commence un livre, Roman des pauvres cheveux, je l'ai commencé en 2005-2006. Et je ne l'ai publié qu'en 2017. Je ne l'ai terminé qu'en 2014 ou quelque chose comme ça. Et je l'ai publié en 2017. Là, pour les Blattes orgueilleuses, j'ai commencé également, je ne sais pas, vers 2004, quelque chose comme ça. J'avais écrit les deux ou trois premiers chapitres et je l'avais abandonné. Et puis, en fouillant
les archives, je retrouve ce début de roman qui m'a semblé assez intéressant et je commence à travailler dessus. Je le propose en fait pour la résidence d'écriture, puisqu'il fallait proposer un. Et je me suis dit, tiens, je vais proposer ça comme. J'imagine la suite, bien sûr, je l'actualise de telle manière qu'il corresponde à l'histoire présente du pays. Et donc, qui a donné naissance à l'idée au départ, c'est-à-dire la petite flamme du départ, je ne sais plus d'où elle vient, mais c'est sûr que j'ai été clairement influencée, je me suis inspirée de mon expérience qui est quand même longue dans l'enseignement supérieur. Sinon, ça m'a un petit peu aidé à cerner les profils, les différents Justement, profils, choisir etc. déjà le département anglais et tout. Voilà, bon, j'aurais pu le situer dans un autre département de lettres, en arabe, en français, sciences hard science, sciences, comment dire, sciences exactes, voilà. Ça aurait été plus difficile peut-être pour moi de créer les dialogues pendant le cours, etc. Mais dans n'importe quel département de sciences humaines, j'aurais pu le faire. Je trouve que j'ai opté parce que j'avais trouvé le roman déjà entamé, comme je viens de vous le dire, et c'était déjà des cours de littérature anglaise, le dialogue, et donc j'ai continué. Voilà. Question. Madame Schuiten, donc dans la plupart de vos romans, dans votre univers romanesque, vous touchez à des thématiques qui sont actuelles, modernes, et voire même universelles. D'ailleurs, le fait de commencer un roman il y a quelques années, vous le retrouvez maintenant, donc c'est une preuve comme quoi les thématiques que vous abordez, elles sont toujours d'actualité. Et pourtant, dans cet univers-là, vous accordez une place très importante à la dimension orale, à l'oralité, à la tradition orale. Donc, est-ce que la quête identitaire, dans une certaine mesure, est l'une des préoccupations majeures dans votre écriture, ou alors c'est une thématique comme une autre que vous abordez, puisque vous dites que je n'ai pas particulièrement de message à donner, ou alors une ligne à suivre? Non, le problème de l'identité, la question identitaire est présente dans mes romans. Elle est présente pratiquement dans tout, particulièrement dans les Blattes orgueilleuses, où il y a une question sur la multiple et sur la question de la marginalisation de la culture, de la dimension amazigh, ça a longtemps été le cas. Et donc il y a une réflexion sur tout ça, mais là encore, je n'ai pas de message. C'est-à-dire que je ne dis pas, c'est pas du million, c'est pas un pamphlet. J'écris pas de pamphlet. Je dis pas. C'est une réflexion. Par exemple, j'évoque la marche pour l'instruction de Tamazight, enfin l'introduction de Tamazight à l'école, la marche de 94, et je dis que les avis étaient partagés. Il y a certains membres de la famille Dekli qui ont refusé de prendre part à cette manifestation-là, qui ont réagi avec beaucoup d'indifférence. Ça ne les intéresse pas. Voilà. Donc, c'est pas dans le militantisme, voilà. Et je montre que, en fait, les Kabyles sont des gens comme les autres, qui ont aussi leurs défauts, je n'idéalise pas cette dimension et je n'idéalise pas les miens. Enfin, je n'idéalise pas les Algériens en général, je n'idéalise pas les Kabyles. Mais la question identitaire est très présente sous forme de réflexion. Les contradictions de notre peuple, les tensions qui existent malheureusement parmi nous, etc. Tout ça est souligné. Bien sûr, on va transparaître un message, un appel à dépasser ces conflits, ces tensions, etc. Mais là encore, c'est fait de manière subtile et non pas sous forme de prêchi-prêcha. Voilà, c'est ça. Allô? Je voulais juste, tout à l'heure je voulais vous poser une autre question, mais je ne voulais pas prendre beaucoup de temps. Mais là, juste une précision. Est-ce que vous avez pensé notamment à adapter au théâtre votre dernier roman? Parce que je remarque notamment qu'il y a une théâtralisation des personnages et il y a tout un univers dramatique. Je trouve que ce sera une très bonne idée d'adapter les Blattes orgueilleuses au théâtre notamment. Raison, et vous n'êtes pas la première à me dire cela. On m'a fait la même remarque pour Des rêves à leur portée, les nouvelles, le recueil de nouvelles. On m'a dit ça se prête parfaitement bien à une théâtralisation.
Le problème, par contre, pour une valse, on m'a parlé d'adaptation photographique, beaucoup plus, etc. Le problème, c'est que je ne sais pas comment procéder. Moi, j'attends que des gens du domaine, des gens du théâtre ou du cinéma, des spécialistes, enfin des réalisateurs ou je ne sais pas, me contactent pour concrétiser la chose. Parce que sinon, moi, ce n'est pas à moi de... Voilà. Oui, mais là encore, je me vois mal aller demander à des gens à aller adapter mon livre en pièce de théâtre. J'attends que l'initiative soit des personnes intéressées. Voilà. Si vous, madame, vous voudriez faire ça avec vos étudiants, ça me ferait le plus grand plaisir. Voilà, par exemple. Je reviens avec une question du public. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent intervenir via notre site. Donc, avec une question par rapport à votre roman, Une valse. Donc, mademoiselle Ziani, voudrais vous poser la question. Est-ce que le titre Une valse évoque la danse et la musique? Quelle place accordez-vous à ces éléments dans la construction du récit et du personnage de Shahira? C'est tout au long du roman, en fait, la musique et la valse est très, très présente parce qu'il se trouve que Shahira, quand elle apprend qu'elle va bientôt aller à Vienne, puisqu'elle doit participer à la finale du concours de stylisme, et pour oublier son quotidien douloureux, fait de conflits permanents avec son entourage, fait de maladies, etc., fait de mal-être, et pour oublier tout ça, elle passe son temps à rêver d'une valse dans la magnificence de la capitale autrichienne. Et donc, elle commence à s'exercer, à se préparer un petit peu pour ça. Elle écoute la chanson, la fameuse chanson d'Asmahan, Layali al-Uns fi Vienna, en s'identifiant un petit peu à cette femme qu'elle trouve brillante et belle. Et voilà. Donc, la musique et ce refrain de Layali al-Uns, qui est transcrit en arabe, l'accompagne tout au long du roman. Donc la musique est très présente dans le roman. La danse, qui est un petit peu source de joie et de désillusion, puisque la valse, à la fin du roman, se déroulera de manière très différente de ses espérances. Ça ne sera pas la danse enchanteresse dont elle rêvait, mais ça sera une grande source d'angoisse, etc. Donc, comme souvent dans mes romans, il y a beaucoup d'ambivalence dans la description, pas de la musique. La musique est enchanteresse, mais pas la danse. La danse est source de joie, mais aussi d'angoisse. Par contre, la musique est très salvatrice et est une source de réconfort. D'ailleurs, Shahira, qui est donc folle, qui est donc psychotique et qui imagine beaucoup de personnages dans sa tête, imagine un artiste. Parmi les personnages qu'elle imagine, qu'elle crée dans sa tête, il y a le personnage de Mohand, qui est un artiste, qui joue de la guitare, etc. Et souvent, quand elle est au plus mal, quand la maladie l'envahit, c'est-à-dire à raison d'elle, quand elle est au bord du désespoir, c'est Mohand qui vient à la rescousse, ce personnage donc qui n'existe que dans sa tête, en jouant de la guitare ou en chantant une chanson. Donc l'art est très salvateur dans le roman et la chanson en particulier est une source de réconfort dans le roman. Donc oui, la chanson en particulier est très, très importante dans la structure du roman. Bonjour, donc je tiens à vous remercier pour votre présence aujourd'hui à cette rencontre littéraire fort intéressante. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi la langue française comme langue d'écriture. Et donc, pourquoi vous n'avez pas choisi l'anglais, puisque vous êtes de formation en langue anglaise? Mais pourquoi vous n'écrivez pas en langue amazigh ou en arabe algérien, hein, peut-être, hein? Puisque vous vous adressez à quel lectorat en Algérie? Vous savez que la langue française quand même subit beaucoup de pression en Algérie, beaucoup de changements. Elle est en situation de la peau de chagrin, donc ça se rétrécit l'utilisation de la langue française en dehors de certaines grandes villes. Le français est utilisé de moins en moins. Ça veut dire, maintenant, n'y a-t-il pas une inquiétude d'écrivaine par rapport au public ciblé, surtout en Algérie,
Est-ce que vous n'avez pas de projet d'écriture en langue anglaise ou en langue nationale, comme l'arabe algérien ou la langue amazigh? Merci. Donc, c'est vrai que le français n'est plus vraiment vu d'un très bon œil chez nous de nos jours. C'est vrai son importance se rétrécit comme une peau de chagrin, comme vous venez de le dire. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de lecteurs. Je pense que la majorité des lecteurs lisent encore en kabyle, en français. Vous me demandez d'écrire en kabyle, je pense qu'il y aura beaucoup moins de lecteurs. J'ai beaucoup moins de chances d'être lu en kabyle qu'en français. Donc, si je pensais au lectorat, si je pensais à la question du lectorat, ça me découragerait d'écrire en kabyle. Sauf que cette question est assez secondaire puisqu'il faut écrire avec authenticité. Mais il ne faut pas qu'on sente que je suis en train de lutter contre les mots, que je livre une bataille contre les mots pour pouvoir terminer un texte. Or, parce que je n'ai jamais écrit je n'ai jamais appris Tamazight à l'école, c'est ce qui risque de se produire si j'essaie d'écrire un texte lent. Je ne pourrais jamais écrire un roman en Tamazight. Ça serait un exercice trop pénible pour moi, pour la simple raison que je n'ai jamais appris le Tamazight à l'école. Je pourrais écrire, par exemple, quelques poèmes. J'ai écrit d'ailleurs quelques poèmes en Tamazight, ce que j'ai publié un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc j'ai écrit quelques poèmes et même quelques chansons en Tamazight. J'ai écrit des textes courts en arabe, etc. Mais la langue dans laquelle je me sens le plus à l'aise est la langue française. Et je pense qu'il est important que cette aisance se ressente dans nos écrits. Maintenant, je n'exclus pas forcément l'idée d'écrire, je le disais là encore tout à l'heure à la dame qui m'avait posé la question, je n'exclus pas l'idée d'écrire en d'autres langues, c'est-à-dire les 4 langues que je maîtrise, soit du français, l'anglais, tamazight et l'arabe standard, que je maîtrise très bien. Enfin, ça fait longtemps que je ne m'en sers plus souvent, mais je suis très bonne en arabe standard, en arabe classique aussi. Donc pourquoi pas? Ça sera forcément des textes courts, parce que je n'aurai pas le souffle, sauf en anglais peut-être. Mais sinon en arabe ou en tamazight, je ne pense pas que je puisse écrire quelque chose de très long, un roman de 300 pages, c'est très peu. Mais écrire des nouvelles ou écrire des poèmes dans ces langues-là, pourquoi pas? Je n'ai pas de projet concret pour l'instant, mais l'envie se fait de plus en plus forte et donc ce n'est pas exclu que j'écrive dans l'une de ces langues-là à l'avenir. Pour le moment, je n'ai pas de problème avec le français. J'ai pas mal de lecteurs en français. Franchement, il y a eu des éditions et des rééditions de tous mes romans, sauf ce qui vient de sortir. Mais sinon, il y a eu 3 tirages pour le roman des pauvres cheveux. Il y a eu 2 tirages à 1000 chacun pour une pas à me plaindre. Sont lus, j'ai des lecteurs et je ne m'en plains pas. Voilà, merci. Quels sont vos projets d'écriture? Est-ce que vous avez un roman en gestation? Alors, mon problème... Enfin, j'ai 2 problèmes. D'abord, je cours trop de livres à la fois. Et deuxièmement, je n'écris pas, comme je disais tout à l'heure, de façon régulière. C'est-à-dire que j'écris quand l'envie se fait trop forte, quand j'en ai le temps, etc. Et donc, quand vous courez trop de livres et qu'en plus vous écrivez pas souvent, il vous faudra un temps vraiment incroyable pour terminer l'un de ces projets-là. Là, je cours trop, j'ai beaucoup de projets en tête. J'ai 2 romans en tête. Un roman qui sera assez difficile à écrire parce qu'en fait, je compte le situer un petit peu dans le passé, un petit peu la période coloniale et même avant, voire avant. Et donc, il faudra une certaine documentation, une certaine recherche, etc. pour pouvoir l'écrire. Et ça sera bien sûr plus contraignant que ce que j'ai écrit jusqu'à présent, où je parlais d'histoires récentes que j'ai connues, etc., qui étaient donc plus faciles. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a un roman un peu plus fantastique, un petit peu dans la veine du roman des pauvres cheveux, un petit peu que j'ai enfin, j'ai écrit 3-4 pages, c'est tout, et je l'ai laissé. J'ai 2 recueils de nouvelles en tête. J'ai un recueil de nouvelles. J'ai terminé pratiquement la première nouvelle, donc c'est probablement le projet qui se concrétisera le plus vite. J'ai un autre recueil inspiré
de mes voyages, des rencontres, parce que moi je pense que ce qui est le plus intéressant dans les voyages, ce n'est pas tant les sites touristiques qu'on visite, etc., mais c'est l'aventure humaine, c'est les rencontres, ce que les gens peuvent nous raconter sur leur vécu, etc., qui nous permet de découvrir un côté plus profond du pays, c'est-à-dire la réalité profonde du pays et non pas la beauté touristique, etc. Donc j'aimerais écrire des nouvelles sur ça, etc. Donc ça fait au moins 4 projets là. Et je n'ai pas avancé, je n'ai avancé dans aucun d'eux. Donc peut-être dans 2 ans, l'un de ces projets-là se concrétisera. Mais là encore, comme je disais tout à l'heure, je ne m'impose pas de contraintes dans l'écriture. Je perçois cette activité-là comme un espace de liberté. Et donc ça se terminera, ça aboutira quand ça aboutira. Bon, rien ne presse. Voilà. Merci. Un petit peu innocente et naïve à la fois. En tant qu'écrivaine, est-ce que vous avez des espaces avec d'autres écrivains, de rencontres d'écrivains algériens, d'échanges, etc., comme ceux connus auparavant à l'étranger, comme par exemple Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, des cercles de rencontres entre écrivains, puisque vous êtes écrivaine, vous êtes dans la peau de romancière. Est-ce que vous avez des contacts avec des écrivains algériens, des échanges d'idées? Est-ce que vous participez à la vie de tous les jours de tous les Algériens, ça veut dire à l'actualité, etc., comme le faisaient auparavant les écrivains de toute la planète? Oui et non. Je disais tout à l'heure que j'étais quelqu'un de très casanier, d'assez solitaire, qui ne me déplaçait pas souvent. Alors je rencontre mes confrères et mes consoeurs lors de certains cafés littéraires, de ventes dédicaces. Par exemple, on avait une librairie à Tizi Ouzou qui s'appelle la librairie Chir, qui organisait de façon hebdomadaire, voire plus, des ventes dédicaces d'écrivains. Donc de temps en temps, j'y allais et c'est une occasion pour moi de retrouver des lecteurs et aussi d'autres écrivains, etc. Bon, malheureusement, ce café littéraire n'existe plus, n'existe plus maintenant. Voilà. Il y a le SILA, il y a certains salons du livre, etc. Mais moi, je perçois l'activité littéraire comme quelque chose de foncièrement solitaire. C'est une vision qui est remise en question de nos jours. C'est-à-dire que on croit justement à l'échange, au travail collectif, etc. Mais c'est des traits de caractère. Je ne pense pas qu'il y ait une vision juste qui soit la seule valable de l'écriture, de l'activité artistique en général. Moi, mais que la technologie soit bénie ne m'empêche pas d'échanger par email ou pas sur les réseaux sociaux avec des confrères, avec les lecteurs, quand ils ont une évaluation, un retour à me donner sur mes écrits ou une idée à suggérer, etc. C'est toujours possible de communiquer sur Internet, par Internet, etc. Mais la présence physique, c'est-à-dire je ne côtoie pas beaucoup au quotidien mes confrères et mes consorts. Voilà. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette rencontre littéraire très très fructueuse et très intéressante et agréable, où on a échangé avec une écrivaine en personne, et on a vu grâce à vous comment une écrivaine algérienne travaille, comment elle envisage ses romans, comment elle met en vie des personnages de papier qui deviennent des personnes, hein, quand on essaie d'identifier, de reconnaître, de s'identifier à eux. Et donc, je vous souhaite beaucoup de succès, voilà, dans votre travail d'écriture, et nous attendons avec impatience la suite de vos écrits. De tarder, comme je viens de le dire. Mais quand même, ça sera un réel bonheur de vous lire, et donc j'encourage les étudiants à consulter, à lire vos romans, parce que franchement, ce sont de très bonnes histoires, de très belles histoires de vie humaine, voilà, et d'échange.
Voilà. Je Merci remercie beaucoup. l'ensemble des présents et on vous donne rendez-vous à un autre moment de Allez, rencontre. Permettez-moi juste de vous remercier. J'aimerais remercier justement le staff de l'université de Béjaïa, de la bibliothèque, monsieur le doyen et vous-même d'avoir rendu cette rencontre possible. Je remercie l'assistante également, l'assistance pour toutes ces questions aussi intéressantes les unes que les autres. Franchement, j'ai passé de très bons moments, une très belle matinée, aussi agréable qu'enrichissante. J'espère qu'il en a été de même pour vous. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.